Ce deuxième colloque, bâtir ensemble une filière performante. Un éco-organisme, c'est un chef d'orchestre qui doit coordonner des musiciens. La REP, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. L'enjeu, c'est l'économie circulaire dans le bâtiment. Et on considère que la REP est un moyen de l'atteindre, mais c'est pas l'inverse. Le début et la fin de vie des produits sont totalement liés, puisqu'en fait, la fin de vie doit redevenir un début de vie d'un produit. L'action forge l'expérience. On va poursuivre avec la troisième table ronde. Je vous disais que c'était très très riche aujourd'hui. On va parler du recyclage matière à présent, qui est un levier de décarbonation des bâtiments. Ils vont être 5 à venir sur scène. François Aublet, Stéphane Buot, Fabien Gouard, Ulysse Mailleux-Prévota et Breffni Bolz. Je vous en prie, venez tous les 5 me rejoindre. Alors, je ne vous ai pas tous identifiés, donc n'hésitez pas à vous présenter à moi, que je vous reconnaisse. Vous êtes ? Venez. Je vous en prie. Donc, j'imagine c'est Fabien. Voilà. Voilà. Ulysse, c'est parfait. Venez. Voilà. Là, je suis un peu la caution féminine sur cette table ronde. Je n'ai rien de plus. Mais en tout cas, ravi de vous accueillir. Je vous dis ça avec humour. Donc, c'est bien parce que là, vous êtes oui, à peu de choses près dans l'ordre de passage. À peu de choses près. François Aublet, bonjour, qui est président de VK Recyclage. Vous allez nous en dire plus dans un instant parce que vous avez on va dire une démarche volontaire depuis un petit moment. Et j'allais dire, quand on vous parle de tout ça, j'allais dire, ça date pas d'hier. Alors, vous travaillez, vous connaissez vos voisins, hein, c'est ça? Exactement, ils sont venus en force pour Reciver. Stéphane Buot, son directeur général, et Fabien Gouard, directeur de site. Donc avec vous, évidemment, on est sur le sujet du verre. À vos côtés, Breffni Bolz, merci d'être avec nous, qui est directeur du développement de Vicat Circulaire avec un E accent grave, hein, c'est ça. Voilà, tout d'un coup, je recherche mon français sur évidemment les enjeux autour du ciment. Hein, je ne me trompe pas, évidemment. Et puis avec tout ce qui est revêtement de sol, textile en fin de vie, c'est avec Ulysse Mailleux-Prévota, président d'Optimum, qui va nous en parler tout à l'heure. Donc l'idée, c'est d'avoir des retours d'expérience très concrets sur ce que vous mettez en place et de montrer finalement comment ça fonctionne et comment ça peut encore plus se développer, on va dire, jusqu'à des échelles industrielles et nationales, puisque ce sont toutes les ambitions. Alors, on est sur le PVC avec vous, François Aublet, c'est ça. Et alors là, je dis une démarche volontaire depuis quoi, 20 ans pratiquement, c'est ça? 30 ans chez VK, oui. Ouais, 30 ans, ouais. Ah, ouais, d'accord. VK, fabricant de profilés pour menuiserie. Donc, on a remplacé le bois par du PVC. On a fait le profil. Alors, je ne sais pas si votre micro fonctionne. Est-ce qu'on vous entend dans le fond? Oui, c'est ça, il fonctionne. Alors, il faut bien l'approcher de votre bouche chez moi ou l'autre. Voilà, ça marchera peut-être. Ouais, oui, ça marche mieux. Ça marche mieux, okay. Et en 93, on a démarré le recyclage des menuiseries en Allemagne. Donc aujourd'hui, on a 3 usines en Europe. On fait 100 000 tonnes de recyclage. Menuiserie fin de vie, je précise. On fait aussi les chutes de production. Et VK produit à peu près 400 000 tonnes de profils pour menuiserie. Donc leader dans son domaine. Et j'entendais l'ESS, mais nous, on a un actionnaire qui remet 95% du gain dans la société depuis le début. Donc voilà. Donc oui, on intervient sur les chantiers, on intervient chez les menuisiers, on intervient un peu partout pour aller collecter. Alors évidemment, on a eu beaucoup de mal à collecter parce qu'avant, tout le monde mettait allègrement en décharge avec peu de tri, on le sait bien, dans les bennes. Donc on a milité, on n'a pas attendu la REP parce que là, ce que j'entends, c'est qu'on a l'impression qu'on attend la REP pour faire. On a fait déjà plein de choses, ça marche, il y a plein de choses qui existent, qui fonctionnent. L'idée, c'est ce qu'on espère des éco-organismes, c'est d'aller chercher les tonnages qui sont difficiles à aller chercher parce qu'ils sont trop chers, trop durs à collecter. L'ESS va nous aider aussi pour ça, pour aller chercher les volumes compliqués à aller chercher. Mais on espère que ça va augmenter les flux. Ce que j'ai vu dans les objectifs, on est inférieur à ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Donc c'est un peu la crainte qu'on a aujourd'hui. Et on a aussi cette problématique de propriété de la matière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éco-organismes voient les matières comme un moyen de financement. Nous, on a une économie qui fonctionne depuis le départ, on fait 20 000 tonnes par an à peu près en France, et on se débrouille tout seul, on n'a pas attendu d'éco-taxes ou quoi que ce soit. Maintenant, on estime que ce financement, les éco-organismes, permettrait vraiment de nous aider à aller chercher tout ce qui est difficile à collecter. Alors vous, concrètement, comment vous travaillez? Vous travaillez avec combien d'artisans? Sur combien de chantiers ça représente pour comprendre aussi
Alors, on fait 400 chantiers à peu près Ouais. à l'année. En France, on travaille avec 200 menuisiers, à peu près 200 centres de tri. Donc, et ça depuis 15 ans chez VK Recyclage. Avant, j'avais mis en place une REP volontaire pour l'industrie du PVC. C'est pour ça qu'on a beaucoup de projets aussi sur les menuiseries parce qu'il y a une appétence pour la matière. Il y a des solutions aussi pour le verre parce que le verre est recyclable. Ouais. Donc on a besoin de verre et encore plus quand l'énergie est chère. Mettre du verre dans les fours, c'est quand même plus intéressant. Maintenant, on travaille sur les qualités. Mais bon, je ne vais pas parler à la place de Nelly, mais grosso modo, il faut une très bonne qualité sur le verre pour pouvoir le réintégrer dans du verre flotte. Nous, on cherche la matière PVC, évidemment, pour la remettre dans les profils. Et l'idée, c'est toujours plus d'intégration pour des produits recyclés. C'est ça aussi l'objectif. Ce qui se passe, c'est qu'on a une réglementation, je dirais, thermique, qui nous demande de baisser de 50% l'impact carbone des produits. Et ça peut se faire qu'avec de l'intégration de matières recyclées. Donc aujourd'hui, tout le monde... On va changer d'échelle en fait. Moi je disais il y a 10 ans, on vendra des économies de CO2, on ne vendra pas du PVC. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde veut une FDES qui montre que le produit est plus vertueux, donc a plus d'intégration de matières recyclées, donc une baisse de l'impact carbone. Et ce qui est l'obligation maintenant. Donc on va se battre aussi pour la matière, pour avoir des produits mieux-disants environnementalement et qu'on puisse après reconstruire avec ces produits-là. Donc le réemploi, c'est une chose. Maintenant, les fenêtres sont faites sur mesure. Donc réemployer les fenêtres, et j'ai bien vu que c'était un peu compliqué. Maintenant, le réemploi de la matière est aussi une bonne chose. Ce qu'on veut, c'est diminuer l'énergie et pas aller chercher des matières fossiles. Et ce que je vois depuis 20 ans, et ce qui est très dommage, c'est qu'on enfouit la matière. On a enfoui énormément de matières, des matières de très bonne qualité. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrête ça et on n'attend pas après encore une fois, on n'attend pas après la REP, mais on aimerait que ce système-là nous permette de collecter plus on n'a pas parlé beaucoup de tri, de collecte et de tri. Mais On en a parlé un petit peu quand même, non ? je trouve que le tri sur chantier et des déchets de chantier, il y a quand même une benne en mélange qui va très facilement directement en décharge. D'accord. Ça, c'est le gros souci, en fait, encore aujourd'hui. C'est un gros souci, même si on a vu là des acteurs qui proposent des solutions différentes. Oui, mais si on parlait de volume, Oui. en termes de volume, ce n'est pas des gros volumes. D'accord. Et les 18 stades de France, même je pense que c'est plus que ça, parce que franchement, 42 millions de tonnes, c'est énorme. On va avoir besoin de tous, ça c'est évident, mais on ne trie pas grand-chose aujourd'hui. On trie vraiment pas grand-chose. Donc, Je veux dire, c'est carrément un changement d'approche, de mentalité qu'il faudrait vraiment avoir. Complètement. Complètement. Aujourd'hui, on voit que tout le monde essaie un peu de se battre sur la matière, sur des petits flux. Mais l'essentiel Ça du flux... m'inquiète là, parce que ça c'est dans 3 mois, là, si je ne m'abuse. 3-4 dans 3 mois, on ne sera pas prêt, ça c'est évident, ça on le sait. Maintenant, ce qu'on souhaite, ce n'est pas chercher les moyens de financement sur ce qui existe déjà. Il y a des choses qui existent déjà qu'il faut, et comme l'a dit Arnaud, et j'apprécie ça, son pragmatisme a priori, c'est qu'il ne veut pas refaire l'histoire, donc il veut accompagner, mais derrière, il va falloir vraiment faire un effort pour aller chercher. Aller trier sur les chantiers, aller chercher la matière proprement. Donc nous, on espère que ça va être positif et que ça ne va pas être dans un premier temps simplement compter les tonnes, essayer de financer le système et en fait sur les chantiers effectivement qu'on n'ait pas réellement de solution, quoi. Donc c'est vraiment d'apporter des vraies solutions. Il y a plein de gens qui sont innovants et évidemment il faut travailler tous ensemble dans le même sens. Donc on soutient l'économie sociale et solidaire, on soutient toutes les bonnes actions qui nous permettent de collecter la matière. En tout cas, c'est un point de vue aussi, les uns les autres. Vous pourrez commenter évidemment ce que vient de dire François Aublet, mais je vais passer la parole à votre voisin et à vos voisins, on va dire, parce que c'est en binôme entre Stéphane Buot et Fabien Gouard. Peut-être quelques mots d'abord pour présenter Reciver. Alors oui, un mot sur Reciver. Alors nous, on est des spécialistes de la filière verre en fait, donc on est intéressé par les huisseries notamment. On s'occupe finalement de toute la chaîne, de toute l'intégration verticale du métier, depuis, je dirais, la collecte jusqu'à refournir le verre à des clients verriers, à des gens qui refabriquent du verre plat. Donc, comme le disait un peu François, ça fait des années qu'on fait ça, ça fait des années qu'on va collecter du verre, ça fait des années que l'on ramène ce verre dans nos usines pour le traiter. Quand je dis le traiter, c'est le rendre parfaitement pur et en adéquation avec les spécifications verrières pour être réincorporé dans les fours et refaire du verre plat. Donc on est vraiment sur une circularité avec un verre plat qui retourne au verre plat. Donc ça c'est vraiment notre métier. C'est un des gros atouts. Enfin, souvent on le met en valeur, le verre au niveau
pourcentage de recyclage, on va dire. Tout à fait. À partir du verre, on peut Exactement. sortir le même. D'accord. Alors, le verre bouteille, on sait tous qu'aujourd'hui les niveaux de collecte sont supérieurs à 90% et qu'aujourd'hui pour fabriquer une bouteille de champagne, on met 90% de verre recyclé. Tout le monde le sait sur la partie verre ménager, verre bouteille, mais par contre, peu de gens le savent, et c'est un petit peu la raison d'être de notre présence aussi aujourd'hui, c'est de faire un peu la promotion de ça, qui est vraiment une valorisation quasiment totale du verre, qui s'opère depuis des années, qui est hyper maîtrisée, j'en dirai un mot juste après, sur l'aspect innovation technologique et préparation justement à recevoir les volumes de la REP qui se met en place, et en même temps, les exutoires qui sont tout trouvés, parce qu'aujourd'hui... alors, un mot sur Reciver quand même, oui. sur quelques chiffres. Reciver, on fait partie d'un groupe, mais c'est une entreprise qui fonctionne de façon indépendante. C'est 80 personnes, c'est 20 camions, c'est un périmètre de jeu qui est la France et même les pays voisins. C'est 200 000 tonnes de verre collectés par an. C'est 3 entités industrielles qui traitent chacune à peu près 75 000 tonnes. Donc on est au nord de Paris, on est dans l'est de la France et on est du côté de Saint-Étienne. Donc ça fait quand même 200 000 tonnes de verre collectés, triés et refournis à nos clients verriers. 90 à 95% de ce gisement retourne dans un four, que ce soit un four d'isolation pour fabriquer de la laine de verre, que ce soit un four pour fabriquer des bouteilles ou que ce soit un four pour refabriquer du verre plat, ça retourne dans un four. Et donc c'est vraiment une filière qu'on a développée depuis des années et qui fonctionne bien. Elle fonctionne bien aussi parce que le contexte nous permet de répondre à une demande grandissante, très très forte des verriers. François en parlait tout à l'heure, à savoir la taxation carbone. Je crois que la tonne de CO2 devait être à 3 ou 4 euros il y a 2 ans. Aujourd'hui, on frôle les 80 et demain, ce sera 100. C'est un peu comme la décharge de classe 2, ça va être l'enfouissement. C'est-à-dire qu'à un moment, tout ça va aider à construire et à solidifier la filière dont on parle. Ça, c'est une évidence. Déjà, certaines entreprises ont intégré une hausse du prix du carbone. Et là, vous êtes en exactement. train de le dire. Et il faut savoir que les verriers qui fabriquent du verre plat aujourd'hui... jusqu'à aujourd'hui, ils mettent à peu près 5 à 10% de verre recyclé dans un four, ce qui est très faible. Ça veut dire qu'il y a de la place à la fois dans nos usines en tant que recycleurs et à la fois dans les fours flottiers pour incorporer les 100 000 tonnes, 150 000 tonnes, 200 000 tonnes qui seront issues de la REP. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que est-ce qu'on est prêt à accueillir le volume ? Oui, à la fois dans nos usines de recyclage et à la fois dans les fours verriers. Et j'ajouterais même à ça que, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous le savent, mais mettre du calcin, donc du verre recyclé dans un four, permet d'économiser 30% d'énergie et permet donc de décarboner complètement le process verrier de l'ordre de 30 à 40%. Et puis ça évite d'avoir aussi le bilan carbone de l'extraction des matières premières minérales. Donc c'est l'économie des matières premières minérales, une filière à bas carbone, puisque c'est forcément moins carboné de mettre du verre recyclé dans un four que d'aller extraire de la matière première dans des carrières. Voilà, donc du coup tout ça fait que... il y a un intérêt grandissant donc des verriers au sens large, mais pas que les flottiers, pas que les verriers qui refont du verre plat. C'est-à-dire que toutes les filières verrières aujourd'hui sont intéressées par augmenter les taux de verre recyclé dans les fours. Et nous, donc finalement, vous partagez l'avis de votre voisin. À 100%. À 100%. Alors, pour aussi rebondir un tout petit peu sur ce que disait François, on n'a pas attendu la REP pour se déployer là-dessus, c'est-à-dire que nous, on s'intéresse à ce sujet-là. Alors aujourd'hui, notre grand regret, notre frustration absolue, je pense que tu partages, c'est qu'il y a énormément de verre qui se retrouve dans les gravats. Donc effectivement, on sait que c'est un gisement colossal duquel on parle depuis ce matin. Donc nous, notre but, c'est de pouvoir capter ce gisement-là, et l'amener dans nos usines et ensuite justement favoriser la démarche de décarbonation de l'industrie verrière. Donc ça, c'est un point très très important. Et Fabien, il va nous dire quelques mots aussi, Fabien ? Oui, bien sûr, je vais lui laisser la parole. Je finis juste sur 2 points importants. Je parlais de l'innovation technologique, c'est-à-dire que nous, on s'est préparé depuis des années. Il faut savoir que depuis 2 ans, on réceptionne à peu près 5 à 6 000 tonnes de menuiserie fin de vie. D'accord ? De différents gisements. D'ailleurs, on a beaucoup travaillé avec François sur le sujet. On récupère ça de chantiers. Il y a des apporteurs X ou Y, des partenaires qui nous apportent du verre qui parfois est dans un état lamentable. Parce que nous, on ne reçoit pas la fenêtre intégrale, on reçoit des flux qui sont déjà préparés,
Alors parfois la fenêtre, parfois déjà des flux préparés, et on a reçu parfois des flux préparés qui sont extrêmement pollués. Et en fait, on s'est adapté, on a adapté notre outil technologique, donc avec des tri optiques et plein d'autres choses. Je vais pas aller dans le détail aujourd'hui, c'est pas l'objet. Mais en tout cas, on est prêt techniquement à épurer complètement, à décontaminer complètement la matière verrière pour la rendre complètement prête à l'utilisation pour une réutilisation verrière et refabriquer du verre plat. Donc ça c'est très très important de le signaler. Un mot aussi sur notre mapping, c'est-à-dire qu'on a quand même une cartographie aujourd'hui des implantations de plateformes, de présence en France au-delà des usines qui nous permettent aussi de travailler au maillage de la future REP MCB et de pouvoir répondre justement à des logiques de proximité, de réduction des distances, etc. Et je finirai juste en disant aussi que notre produit est qualifié dans les fours. On parlait d'exutoire, je crois, dans la table ronde juste avant. Nous, aujourd'hui, on a travaillé sur la qualification avec tous nos clients verriers, encore une fois, quels qu'ils soient, c'est-à-dire verre plat, bouteille, fabrication de laine de verre et d'autres que j'oublie, des applications de spécialité, pour qualifier le verre issu des fenêtres, le verre issu de tout ce qu'on a récupéré. Alors aujourd'hui, c'est 5-6 000 tonnes par an. Demain, ça sera 10 000, 15 000, 20 000, j'espère. Mais en tout cas, c'est qualifié, c'est-à-dire qu'on est prêt. On est prêt, nous, en tant que recycleurs, à accepter cette matière. On a la capacité à répondre au cahier des charges des verriers. Et donc, on a finalement la filière qui est prête à recevoir ce gisement. C'est très clair. Il va rester 2 minutes à Fabien, le pauvre. C'était très complet. C'était très complet. J'aurais rien à rajouter. Si, quand même, un petit peu. Hormis que ce matin, j'entendais l'importance du tri. Approchez bien votre micro de votre bouche, je vous en prie. L'importance du tri, qui est pour nous important, car c'est le premier maillon de la chaîne, celui qui va mettre la fenêtre dans la benne, qui va faire l'importance. C'est sûr que si on récupère une benne avec entièrement de gravats, on ne pourra jamais en faire du calcin. Donc le calcin, c'est le verre recyclé, pour remettre dans un four verrier. Donc encore une fois, on a aussi l'importance du tri dès le chantier, qui est nécessaire pour le recycleur et du coup pour le verrier pour refaire une verre plat. Donc ça fait aussi quelques années que vous avez mis des bacs spéciaux pour les fenêtres, justement pour le récupérer le mieux possible sur les chantiers, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on a commencé la collecte directement sur les chantiers, en partenariat avec VK notamment. Donc oui, ça fait plusieurs années. Et on est en train de développer d'autres types de collecte, notamment sur rack, pour aller dans des plus petites zones, etc. Comme quoi, vous y travaillez depuis longtemps et vous pouvez apporter votre expertise. Exactement. Voilà, il y a le bavard et puis il y a le timide, mais il y en a un qui est en action, si j'ai bien compris. Non, je plaisante tous les deux, de toute façon. Je vous taquine. Alors, je vais passer la parole. On va aller vers les revêtements de sol d'abord, et puis on va terminer avec vous et Vika. Donc, Ulysse Mailleux, Prévota, donc président d'Optimum. Donc, vous êtes sur tout ce qui est revêtement de sol textile en fin de vie, avec une particularité là, c'est que vous pouvez, peu importe l'état dans lequel il se trouve, c'est ça, vous pouvez le traiter. Oui, c'est tout à fait ça, et c'est très intéressant par rapport à ce qui était présenté avant, parce que nous, on est sur un produit qui est d'une composition assez complexe. On a en moyenne dénombré une dizaine de couches dans une dalle textile de revêtement de sol, et évidemment, sa propriété, pour qu'elle soit durable, c'est que tout ça est bien solidement attaché, toutes les couches les unes avec les autres. Ce qui fait que c'est très intéressant pour la durée de vie du produit, mais ça l'est beaucoup moins pour sa recyclabilité. Ça a été un gros défi pour nous, et depuis 10 ans, donc, l'association Optimum s'est montée au travers d'un triple savoir-faire, celui d'un industriel qui fait le retraitement par valorisation énergétique et matière des dalles de moquette, par une chaîne logistique nationale que l'on a appuyée sur un intervenant qui s'appelle KTO et qui faisait l'approvisionnement des matières neuves sur les chantiers. Et on s'est dit, bah tiens, ça serait peut-être pas mal que plutôt que repartir à vide, ils repartent à plein. Et évidemment, ça s'est fait en partenariat avec les entrepreneurs, entreprises de revêtement de sol et entreprises de curage qui nous ont apporté les matières dont on avait besoin pour faire fonctionner la filière. Voilà, donc aujourd'hui, Optimum, c'est à peu près 1 million de mètres carrés depuis 10 ans qui ont été retraités. C'est encore une fois, et comme mes collègues, je vais beaucoup le regretter, une part infime de tous les matériaux neufs qui sont produits chaque année pour les bâtiments en réhabilitation, c'est-à-dire qui viennent remplacer d'autres vêtements de sol textile, puisqu'on estime ce gisement à 2,5 millions, 3 millions de mètres carrés par an. Donc vous dire que sur 10 ans, 1 million, c'est pas énorme, c'est déjà pas mal, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Donc je vais me joindre à mes collègues pour regretter parfois ce manque de volume, mais j'ai bon espoir que la REP justement réponde à une partie de ce problème.
Pour repréciser un petit peu le procédé Optimum, donc parfois, donc nous on fait de la valorisation énergétique et matière. C'est parfois considéré comme la première porte d'entrée vers quelque chose de durable, mais pour nous, comme je vous l'ai déjà dit, étant donné qu'on est sur un produit complexe, on n'est pas encore sur un marché qui sait très bien faire des produits qu'on sait déconstruire pour recycler les composantes, même si c'est quelque chose qui se développe. Donc vous auriez besoin d'éco-conception pour ça, si je comprends bien entre les lignes. Exactement, c'est tout à fait ça. L'éco-conception se développe, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le reflet des matériaux qui ont été installés il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, et qu'on est amené à retraiter aujourd'hui. Donc d'où l'intérêt de cette solution que vous qualifiez, j'aime bien ce qualificatif d'universel, parce qu'on a aussi un autre problème que soulignaient mes collègues, c'est que les matériaux, ils ont vécu, et les matériaux, quand ils vont être démontés, ils vont parfois être souillés. Donc, en ce qui nous concerne dans le sol, traces d'enduit de ragréage, traces de colle, trombone, agrafe, enfin, voilà, tout ce qui a fait la vie du matériau. Et ça, c'est un vrai problème pour le recyclage. Donc aujourd'hui, voilà, cette solution de valorisation énergétique, elle est extrêmement efficace, à la fois sur le plan industriel de la transformation du produit en pellet de CSR, sur le plan du transport, puisqu'on a un maillage national et qu'on ne fait pas de transport à vide, puisqu'on revient des chantiers où on a distribué de la matière neuve, et ça je trouve aussi très intéressant. Par ailleurs, petit élément également, je vous ai parlé de valorisation énergétique et matière. Oui, j'allais dire, c'est le point. C'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'on ne fait pas que brûler. Ce qui est très intéressant, c'est que les revêtements de sol textile usagés sont composés de matériaux extrêmement calorifères. Ces matériaux, ils vont nous apporter un haut pouvoir calorifique qui va être très intéressant dans la production d'énergie, notamment pour les fours de cimenterie. Et c'est là où je vais rejoindre mon collègue. Voilà, il y a un lien entre vous. Voilà, Finalement, il y a un lien entre vous tous. Voilà. La preuve. Et donc, c'est des fours qui doivent être portés à très très haute température. Et donc, nos pellets de CSR viennent en remplacement des énergies fossiles traditionnelles. Charbon qui vient du bout du monde, pareil pour le pétrole, ou gaz qui vient plus difficilement depuis quelques temps de chez nos cousins russes. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant parce que c'est une énergie de remplacement. Elle est là, plutôt que d'être enfouie, c'est quelque chose qu'on valorise sur le plan énergétique, mais je vous disais aussi sur le plan matière. Et ça, c'est super important parce que pour faire les dalles plombantes amovibles, c'est-à-dire les dalles de sol textile qu'on retrouve dans tous les bureaux, il faut beaucoup de poids pour leur permettre de garder bien leur assise au sol. Et ce poids, il est apporté par de la matière minérale qui compose chez certains fabricants jusqu'à 50% du poids total des revêtements. Et cette matière minérale, elle ne brûle pas dans les fours. On aurait pu en faire un déchet ultime, mais non, c'est pas un déchet ultime, c'est réemployé dans la composition des ciments. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant et qui nous permet de dire qu'on a une double valorisation énergétique et matière. Voilà. Et alors pour ce qui est, j'ai bien compris, parce qu'on dit parfois que la valorisation énergétique, c'est un peu l'étape parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Voilà, c'est un peu ça. J'imagine que l'objectif, mais il va falloir attendre de l'éco-conception pour vraiment faire, on va dire, un recyclage et une économie circulaire, puisqu'on parle du sujet. Quoi, c'est ça. Exactement, ouais. Sur l'éco-conception, il y a à peu près, je crois, si je ne dis pas de bêtises, entre 5 à 10% seulement du marché qui est équipé en matériaux qui ont été pensés pour être démontés. Donc évidemment, nous, c'est quelque chose vers lequel... qu'on appelle de nos voeux, puisque c'est beaucoup plus vertueux et c'est évident que c'est plus intéressant. De la même manière, le réemploi, c'est quelque chose qui s'est énormément développé sur les dernières années, mais il arrive toujours un moment où on est sur un produit qui ne peut plus forcément être recyclé ou plus réemployé. Et c'est là où on intervient. Plutôt que de le mettre en décharge, comme c'est malheureusement traditionnellement fait, on propose ce système de valorisation. Voilà. Et donc, vous avez commencé à l'évoquer. Qu'est-ce que ça va représenter pour vous à l'arrivée de cette REP, indépendamment du fait que vous allez peut-être pouvoir en récupérer encore plus, évidemment? Ouais, c'est extraordinaire parce que jusqu'à présent, malheureusement, on avait une concurrence, entre guillemets, un petit peu déloyale de la benne traditionnelle qui était moins coûteuse. Ça a changé. Depuis 2-3 ans, ça y est. On sait dire qu'on est sur le plan économique tout à fait avantageux par rapport au modèle de la benne. Et nous, ce qu'on attend énormément de la REP, c'est le volume. On a le transport qui est prêt, on a l'outil industriel qui est prêt, on a beaucoup plus d'entrepreneurs qui sont formés, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas cette obligation qui nous garantit un volume. Et je rejoins tous mes collègues sur ce point de vue. C'est vraiment aujourd'hui ce qui nous manque et c'est énormément ce qu'on attend de la REP. Voilà. Eh ben, on va pouvoir passer la parole à votre voisin, Brefni Bolz, pour Vicat Circulaire, qui est donc une filiale de Vicat dédiée à l'économie circulaire qui a été créée en 2021, c'est bien ça, avec un des objectifs justement, alors là, dans le contexte, je reviens sur
le gaz dont vous parliez, mais d'accompagner l'élimination des énergies fossiles carbonées et importées dans les cimenteries et pas seulement. Alors, je crois que vous avez une présentation. Si vous souhaitez la passer, vous avez la petite zapette, comme je le dis toujours, avec le bouton vert. Très bien, merci. Bonjour à tous. Juste 2 mots sur Vicat avant de passer à la présentation. Donc Vicat, on est le dernier groupe cimentier français, groupe familial, hein, qui a été créé il y a 170 ans maintenant. On représente 10 000 collaborateurs dans 13 pays. Et en France, on a donc 5 cimenteries. Donc on est producteur de matériaux de construction, du ciment, du béton et des granulats essentiellement. Voilà, donc moi je travaille pour Circulaire, qui est effectivement une filiale 100% Vicat, qui a été créée début 2021 pour approvisionner nos cimenteries et d'autres cimenteries également hors groupe Vicat en combustible et matières de substitution, comme par exemple les CSR évoqués. Voilà, alors vous avez certainement entendu dire que le ciment était fortement émetteur de CO2. Donc c'est sûr que la table ronde sur la décarbonation, ça nous parle. On parle que de ça hein, chez nous depuis bientôt 2-3 ans. On a vraiment d'énormes investissements devant nous pour améliorer notre bilan carbone. Et c'est un changement de modèle, clairement. C'est un changement de modèle. De toute façon, il faut qu'on prenne le virage. On sait que c'est vital. Juste pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est quand même spécialisé, le CO2 chez nous, il est en partie émis par la combustion, parce que comme pour produire du verre, on a besoin de beaucoup d'énergie puisqu'on fait fondre du calcaire et de l'argile. Donc on a 1/3 de nos émissions de CO2 qui proviennent de la combustion. Et on a 2/3 du CO2 qui provient de la décarbonation du calcaire, puisque ça, c'est pas connu. Mais la recette pour faire du ciment, c'est Louis Vicat qui l'a établi il y a 200 ans maintenant. Et si on prend du calcaire, c'est 80% de notre matière première, et on la décarbonate. Donc le CaCO3 se transforme en chaud, CaO, et émet une molécule de CO2. Donc 2/3 de nos émissions de CO2 proviennent de la formule chimique pour produire du ciment. Voilà. Donc si on revient sur la partie combustible de substitution, ça va impacter 1/3 de nos émissions de CO2, ce qui est déjà très important. Donc on a une feuille de route qui est 100% de combustible de substitution, 0% de fossiles d'ici 2025. Pour nos 5 cimenteries en France, et il y en a 3. 2025. D'ici 2025, c'est demain. Ah oui, c'est une grosse ambition. Là, on en a une qui est déjà, un peu plus de 2 ans. On en a une qui tourne à 100%, voilà, qui depuis plusieurs mois. On en a une qui fait du 100% ponctuellement sur plusieurs jours, qui ne tient pas encore le 100% dans la durée. Et on a une troisième qui n'est pas très loin, qui est au-dessus des 80%. On a 2 autres qui sont un peu plus à la traîne et dans lesquelles justement on va investir massivement dans les années à venir pour atteindre le 100%. Donc c'est très important, hein, ça contribue à réduire les émissions de CO2, à réduire notre dépendance à l'importation de combustibles fossiles qui pouvaient provenir effectivement de Russie par exemple. Voilà, donc ça c'est un enjeu important. Et après il y a beaucoup de recherches aussi pour réduire les émissions de CO2 dues à la décarbonation. Donc de réduire les taux de clinker dans le ciment par exemple. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais voilà, il y a beaucoup d'innovations qui va sortir au cours des prochaines années, qui sont en phase pilote hein, déjà dans certaines de nos cimenteries. Et donc l'économie circulaire, parce qu'on est là aussi pour en parler. Tout à fait. Circulaire. Alors, l'économie circulaire, si on part d'un chantier de démolition, qu'on vous voyez en bas à droite, il y a plusieurs typologies de déchets que vous connaissez bien, qui sont listés dans la REP PMCB, qui peuvent retourner dans nos outils industriels, que ce soit la cimenterie, les carrières de granulats ou les unités de production de BPE, béton prêt à l'emploi. Donc si on regarde par exemple les déchets de béton, évidemment si on les concasse, ça fait des granulats recyclés que l'on pourra introduire dans nos bétons, à la place de granulats naturels. Si on regarde les terres inertes, ces terres inertes peuvent faire du remblaiement de carrière dans nos carrières de granulats. Donc on fait du comblement de carrière. Et si on regarde par exemple les terres qui sont non inertes, qui sont faiblement polluées, elles peuvent être intégrées dans nos cimenteries en remplacement de l'argile issue des carrières. Donc c'est de la valorisation matière. Et ensuite on a la valorisation énergétique avec par exemple les déchets de bois, tout ce qui est menuiserie, charpente, qui viennent remplacer notre combustible fossile, le charbon, le coke de pétrole, en tant que combustible de substitution. Donc à partir de tous ces matériaux, on va reformuler donc des ciments et des bétons bas carbone, voilà, qui vont répondre à la nouvelle réglementation environnementale 2020 pour reconstruire la ville de demain sur les friches industrielles. Voilà, sur les friches où on a des déconstructions importantes. Donc c'est ça notre boucle de l'économie circulaire dans le groupe et qu'anime la société circulaire. Là, on ne va pas entrer dans le détail, mais c'est juste pour lister. Là, c'est toutes les natures de déchets de la REP PMCB
Et en vert, vous avez tous ceux qu'on sait valoriser dans le groupe Vicat, que ce soit en cimenterie ou dans des carrières ou dans les centrales à béton. Donc vous devez voir arriver la filière, la REP, avec Alors, un œil plus que... tout à fait, mais alors comme mes collègues, on n'a pas attendu la REP, tout ça, Oui, ce qui est en bien sûr. vert, c'est ce qui est opérationnel déjà aujourd'hui. Bah, si vous voulez arriver en 2025 à des objectifs, oui, c'est clair. Voilà. En gros, tout ce qu'on ne peut pas prendre, c'est de l'amiante, parce que c'est vraiment pas notre sujet, et le PVC, on ne peut pas le prendre, puisque c'est un poison pour le groupe, pour le process cimentier, on fait la chasse au chlore. Voilà, mais à part ces deux matériaux-là et puis les métaux, effectivement, parce qu'on ne va pas prendre de l'acier ou de l'aluminium, mais on peut tout valoriser. Alors évidemment, ce qu'on attend de la REP, c'est le pragmatisme souligné par François, de ne pas déstabiliser ce qui existe, mais de l'accélérer, de sortir des tonnes de déchets qui partent à l'enfouissement. Si on prend une ligne, par exemple la laine de roche, on sait la valoriser, mais aujourd'hui la laine de roche, elle est beaucoup trop souvent en mélange avec les autres matériaux, enfouie en classe 3 ou en classe 2. Donc voilà, il faut aller chercher ces matériaux, les trier, les collecter séparément, les préparer pour des cimenteries, des centrales à béton. Et nous, après, derrière, on a une capacité d'absorption qui est assez importante. Et vous montrez tous que la fameuse formule, le déchet est une ressource, finalement. Tout à fait. Vous avez autre chose à montrer sur... Non, mais juste une dernière. la dernière, je ne veux pas faire du commercial, mais c'est juste peut-être... c'est pas faire la pub, mais juste peut-être c'est les points qui sont listés, c'est on contribue à préserver des ressources naturelles, puisqu'on n'importe pas de combustibles fossiles. On pérennise aussi nos carrières, on extrait moins de matériaux de carrière, on réduit les émissions de CO2 par la combustion et par la matière aussi, parce qu'effectivement l'exemple souligné est très bon. Dans les combustibles, il y a une part de cendre qui n'est pas négligeable, qui vient remplacer des matériaux. Voilà, puis ces déchets sont valorisés à 100%, et puis surtout, effectivement, on contribue à une économie circulaire territoriale, on pérennise notre industrie, on est très challengé par du ciment d'importation, voilà, qui émet plus de CO2 à l'étranger, sans compter en plus le transport pour l'amener en Europe. Donc il y a des projets de taxation de carbone aux frontières sur justement le domaine du ciment. Mécanisme d'ajustement aux frontières, je crois, quelque chose comme ça. On ne veut pas trop parler de taxe carbone, c'est pas très joli maintenant. Voilà, et ça va concerner donc l'industrie cimentière et les aciéries aussi, je crois. Voilà. C'est ce que je voulais terminer là-dessus. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions à nos intervenants? Déjà, une main levée, juste devant, regardez. Madame. La fameuse Nelly de tout à l'heure. Donc, quand François m'a cité, je me suis dit, quel coquin. Je lui ai dit non. Et en plus, c'est dangereux parce que je suis horriblement bavarde et vous êtes en retard. Non, ça va, on est... Écoutez, là, c'est bon, ne me dites pas ça. Ne me dites pas ça. Vous voyez, vous dites non, ne me dites pas ça. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de pause café, puis on va enchaîner. Voilà, c'est ça, comme ça. Non, mais en fait, François, pour une fois, je vais te dire que tu avais raison. Je crois c'est bien à noter. Je pense qu'il y a quelques petites précisions à donner au niveau du verre, puisque donc, Nelly Philippona, je suis Saint-Gobain-Glace. Je pense qu'il y a eu quelques lapsus. En fait, on met en moyenne entre 30 et 35% de calcin dans nos flottes. Il y a eu une première production qui a été largement médiatisée, qui est il y a autour de l'été, avant l'été, à 100% de calcin. Et nous lançons des gammes à 70% de calcin. Donc déjà, je crois que c'était important quand même de le redire. Je pense qu'il faut aussi faire très attention quand on parle du fait de mettre beaucoup de calcin depuis des années. C'est vrai, ça vient essentiellement d'un calcin qui n'est pas d'ailleurs, on disait tout à l'heure, la notion de statut de déchets. En l'occurrence, les chutes de coupe sont des statuts de byproduct, donc sont avant le déchet parce que ce sont des produits très propres, puisque c'est des plateaux de verre qu'on découpe chez des transformateurs et qui sont depuis des années récupérés en direct ou à travers, effectivement, des entités de traitement de verre. Et ce qui nous a aidé à avoir ces taux déjà importants de calcin. Mais aujourd'hui, l'enjeu, et c'est un enjeu parce que c'est loin d'être réalisé, je rappelle qu'en 2019, on était encore à 0% de calcin de verre en fin de vie dans l'industrie du verre plat. Et donc, c'est bien pour ça qu'il y a eu un engagement de croissance verte, verre plat. Et j'ai retrouvé aujourd'hui certains acteurs qui nous ont aidés à travailler aussi sur ce sujet. Donc, il y avait vraiment un enjeu. Ça progresse. Ça progresse aussi grâce à des acteurs qui nous aident. François en fait partie aussi. Il y en a d'autres dans la salle qui nous aident à passer le message de la collecte intègre des menuiseries pour aller dans des sites de démantèlement et qui nous aident aujourd'hui à commencer à annoncer, parce que voilà, c'est encore des choses qui sont à développer, bien évidemment,
mais nous commençons quand même à pouvoir communiquer parce que ça couvre une partie du territoire. C'est donc nous avons un réseau de Saint-Gobain Glass Recycling pour effectivement mettre en avant ces partenaires qui nous aident dans cette démarche, qui ne font pas d'ailleurs que des débouchés verre plat, parce qu'il y a toujours des verres cassés qui sont là, on ne collecte jamais tout en interne et on ne le fera jamais, mais qui ont cette volonté effectivement de nous aider à augmenter significativement la part du calcin dans les flottes, pour une démarche, effectivement, comme le disait, de FDES, hein, c'est des données qui sont... Nous, on est ravis pour une chose dans la REP, c'est que ça va nous aider à porter ce message, et ça va donner aussi une traçabilité. Et ça va être essentiel. On avait commencé avec le CV, verre plat, mais on avait surtout acté qu'il y avait beaucoup de choses qui nous manquaient. Et là, la REP, hein, avec toutes les données, je sais plus, il y avait tout à l'heure quelqu'un qui s'occupait des données, c'est vous là-bas. C'est extrêmement important. Il a changé de fonction. Il va changer. Il y a quand même toujours data analyse quelque part. Donc, voilà, mais bon. Et vous avez 30 secondes pour finir de parler. Voilà, y a et ça, questions. Ce sera très important pour suivre effectivement tous les débouchés et l'augmentation. Et donc, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de faire ces petites adaptations et précisions. Je vous en prie. C'est important aussi les témoignages. Est-ce qu'il y a des questions qui sont venues entre-temps ? Hervé Grimaud voudrait poser une question. Est-ce qu'on peut lui passer le micro, s'il vous plaît ? Voilà, il arrive derrière vous. Une question pour le représentant de la société Vicat. Qu'est-ce que vous entendez par valorisation en carrière et quel pourcentage ça représente de la valorisation des tonnages valorisés que vous revendiquez ? Merci. Alors, ce qu'on appelle la valorisation en carrière, c'est du remblaiement de carrière, classe 3, voire classe 3+. Donc, avec des seuils qui peuvent être relevés de 3 fois sur certains paramètres. Donc, ce sont des carrières souvent de granulats qui arrivent en fin de vie, ou la partie qui a déjà été exploitée, où on fait du remblaiement avec des déchets inertes. C'est considéré comme de la valorisation, pas comme du recyclage, mais comme de la valorisation. Alors, les tonnages que ça représente précisément dans le groupe, donc c'est la branche Granulat Vicat chez nous, je n'ai pas le chiffre précis, mais ça représente plusieurs millions de tonnes par an. Ouais. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont venues entre-temps ? Je ne vois pas de main levée. A priori, est-ce que l'un ou l'autre voulait ajouter quelque chose en guise de conclusion à cette table ronde ? N'hésitez pas. Vous pouvez prendre le micro. Non ? Rien d'autre à ajouter ? Parfait. Ah si, allez-y, je vous vois prêt à dire quelque chose. Non, on a hâte de voir le 1er janvier 2023 comment vont se passer les chantiers, quoi. Plutôt le 2, je crois. Le 2, oui. Hein, parce que le premier, je crois qu'on est un peu en train de cuver. Mais non, donc, non, mais encore une fois, je pense qu'il faut du bon sens. Et on ne se rend pas compte qu'il y a vraiment beaucoup de déchets qui aujourd'hui ne sont pas triés et qui vont directement en décharge. Donc c'est de cela qu'il faut s'occuper et pas ce qui est déjà en place. Ce qui est déjà en place, il faut l'accompagner, c'est tout. Exactement. En tout cas, vous en avez tous témoigné ici. Donc moi, ce que je vais vous proposer à présent, ça va être une pause d'une 15aine de minutes. Si vous voulez prendre un petit café, vous détendre. Et puis on retrouvera Arnaud Humbert-Droz, très pragmatique. Et oui, on peut vous applaudir, évidemment. Arnaud qui nous expliquera l'adhésion à l'éco. Organise comment ça marche et pas seulement voilà.